Tu as pris le parti de ta mère, cette traîtresse. Puisses-tu pourrir dans le chaos que tu as contribué à créer. La dalle de béton a raté le crâne de Declan Morisset de 7,5 cm. 23 ans en tant qu'ingénieur structure, et c'était le moment où il était passé le plus près d'être enterré vivant. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait approuvé l'inspection de sécurité de ce tunnel 6 mois auparavant. Jésus-Christ, Declan, fit écho la voix de Tommy Fitzpatrick. Tu es vivant? Je respire encore, répondit Declan, en époussetant sa veste. À 48 ans, il connaissait la différence entre la peur et l'adrénaline. Le trajet en voiture jusqu'à chez lui fut plus long que d'habitude, la pluie transforma la soirée d'octobre en un flou de phares et de feux de freinage. À travers la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir sa femme, Camille, préparer le dîner. Après 19 ans de mariage, il ressentait toujours une vague de gratitude en la voyant là. Voilà le héros victorieux, dit Camille en entrant. Elle préparait un ragoût de bœuf. Ses cheveux au burn étaient relevés, à 45 ans, elle avait su rester en excellente forme malgré ses horaires de 12 heures à l'hôpital. Eva a appelé. Elle a obtenu la promotion, directrice de clientèle principale. Elle nous invite à dîner ce week-end. Leur fille aînée avait du mal à percer dans le monde du marketing à Philadelphie. La promotion signifiait qu'elle pouvait cesser de s'inquiéter des paiements hypothécaires, ce que Declan complétait discrètement. C'est fantastique. Et Isabelle? Tu sais comment elle est. Elle appelle quand elle a besoin d'argent. Sinon, silence radio. Elle a 18 ans, c'est normal. Normal? La devise officieuse de leur famille, hypothèque normale, frais de scolarité normaux, mariage normal. Declan avait bâti sa vie en étant fiable. J'ai failli être écrasé par une dalle de béton aujourd'hui, dit-il en s'installant à la table de la cuisine. Camille s'arrêta, une cuillère à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Inspection du tunnel. Effondrement d'une section. Manqué de quelques centimètres. Ça fait réfléchir à la mortalité. Tu es blessé? Elle toucha sa main. Juste secouée. Mais ça m'a fait penser. On devrait peut-être prendre ses vacances. Au Costa Rica, tu te souviens? Quelque chose traversa le visage de Camille, de l'agacement, de la frustration. C'était parti avant qu'il puisse en être sûr. On n'a pas les moyens d'aller au Costa Rica, pas avec la situation d'Eva et les frais de scolarité d'Isabelle. On pourrait s'arranger. La vie est courte. La vie est aussi chère. Il faut bien que certains d'entre nous soient pratiques. Ces remarques le piquèrent. Camille avait fait des doubles quarts de travail, prenant des tâches administratives supplémentaires. Elle était fatiguée, stressée. Après le dîner, Camille se retira dans son bureau pour la paperasse, tandis que Declan zappait entre les chaînes. L'expérience de mort imminente l'avait rendu agité. Il monta à l'étage pour consulter ses emails. Le téléphone de Camille était en charge sur sa table de chevet. Il vibrait. Declan n'avait jamais été jaloux. En 19 ans, il n'avait jamais vérifié son téléphone ni remis en question ses allées et venues. La confiance était leur fondation. Mais les vibrations insistantes l'incitèrent à jeter un coup d'œil. L'écran s'illumina, révélant non pas son téléphone habituel, mais un deuxième appareil qu'il n'avait jamais vu. J'ai hâte de te voir demain. Chambre 412 au Marriott, tu seras là. Declan fixa l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis il s'assit dans l'obscurité grandissante, écoutant sa respiration. 23 ans d'ingénierie lui avaient appris l'analyse méthodique des problèmes, d'abord, recueillir des données, formuler des hypothèses, tester les conclusions. Les données étaient claires. Camille avait un deuxième téléphone. Quelqu'un nommé W la rencontrait dans un hôtel. Ses récentes soirées tardives, ses quarts de travail supplémentaires. Il descendit en rampant, évitant la troisième marche qui grinçait. Son sac à main était posé sur le comptoir à l'intérieur, contenant son téléphone habituel, son portefeuille et ses clés. Rien d'inhabituel. Mais ses doigts trouvèrent autre chose, un reçu d'hôtel glissé dans la poche latérale. Le Marriott Downtown, il y a 3 nuits, chambre 412. Declan photographia le reçu et le remit soigneusement en place. Son esprit d'ingénieur calcula les angles, les contraintes, les points de rupture. Le lendemain matin, Camille partit tôt. Elle lui donna un baiser d'adieu, le même baiser rapide qu'elle lui donnait depuis 19 ans. Cette fois, Declan remarqua des choses qu'il avait manquées, des yeux qui ne croisaient pas les siens,
une voix tremblante lorsqu'elle dit qu'elle travaillerait encore tard, un autre double quart de travail. Le docteur Klein a programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration. Examen du budget. Ne m'attends pas, après son départ, Declan passa un coup de fil. Fitzpatrick investigation. Tommy, c'est Declan. Je dois te demander quelque chose. Tommy Fitzpatrick, son ancien colocataire de fac devenu détective privé. Il se retrouvait pour boire un verre tous les quelques mois. Qu'est-ce qui se passe, Deck? Hypothétiquement, si quelqu'un voulait vérifier certaines activités, quelle serait la meilleure approche? Hypothétiquement? Tu as l'air d'un homme qui a trouvé quelque chose. Il aurait aimé ne pas l'avoir trouvé. Rejoins-moi à Flanagan's après le travail. La journée passa dans un flou de béton et de mesures. Le soir venu, il avait formulé une hypothèse, Camille avait une liaison. Le Flanagan's était bondé de la foule habituelle d'après le travail. Tu as une sale mine, dit Tommy. Je me sens encore plus mal. Declan commanda un whisky sec. J'ai besoin de ton aide. Il raconta à Tommy l'histoire du téléphone, du reçu d'hôtel, des nuits tardives. Tommy écoutait, prenant des notes. Dr Klein? C'est Wesley Klein, chef du service d'orthopédie à Riverside General, divorcé il y a 6 mois, règlement difficile. Vous le connaissez? Je le connais de réputation. Son ex-femme m'a engagé pendant la procédure de divorce. Le type a la réputation de mélanger affaires et plaisir. L'hôpital le surveille depuis le divorce. Je dois en être sûr, Tommy. Il me faut des preuves. Des preuves de quoi? D'un divorce, peut-être, ou peut-être que j'ai juste besoin de savoir jusqu'où ça va. Tommy étudia son visage. Deck, tu ne réfléchis pas clairement. Tu es blessé et en colère. Ne fais rien de stupide. Définis stupide. Tout ce qui te conduit en prison ou à la mort. La vengeance est un luxe que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre. Je ferai attention. Les dernières paroles célèbres. Cette nuit-là, Declan était allongé, écoutant la respiration de Camille. Elle était rentrée après minuit, marmonnant quelque chose à propos d'une réunion du conseil d'administration. Dans l'obscurité, il pouvait sentir l'odeur du savon d'hôtel sur sa peau. Il attendit que sa respiration devienne régulière, puis se sortit du lit. Le deuxième téléphone était en charge. Declan fit défiler les messages. La conversation brossait un tableau clair, Wesley Klein courtisant Camille depuis des mois, depuis son divorce. Les messages passaient de la courtoisie professionnelle aux arrangements explicites chambre d'hôtel, restaurant ou des détails intimes qui retournaient l'estomac de Declan. Mais c'était le ton qui blessait le plus. Camille sonnait différemment, enjouée, séductrice, vivante d'une manière qu'elle n'avait pas été avec lui depuis des années. Elle trouvait Wesley brillant et passionnant. Elle se plaignait de sa vie ennuyeuse à la maison et de son mari prévisible. Declan fit défiler des mois de messages documentant tout. Le plus récent le fit pâlir. Wesley, ton mari se doute de quelque chose? Non. Il est complètement inconscient. Il ne remarquerait probablement même pas si je déménageais. Il est peut-être temps de faire en sorte que cela se produise. Pas encore. Je dois d'abord assurer mes finances. Il a tout bloqué sur des comptes joints. Je peux aider pour ça. Je connais des gens. Camille, parlons-en demain. Chambre 412. Declan reposa le téléphone, se dirigea vers la salle de bain et éclaboussa son visage d'eau froide. L'homme dans le miroir avait les yeux creux, était pâle et avait vieilli de plusieurs années en une seule journée. Son téléphone vibra. J'ai trouvé quelque chose. Retrouve-moi demain au déjeuner. Tommy. Le lendemain se déroula au ralenti. Au déjeuner, Tommy fit glisser une enveloppe en papier craft sur la table. Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, le petit ami de ta femme a des ennuis. La mauvaise nouvelle, il l'entraîne avec lui. À l'intérieur, il y avait des relevés financiers, des documents hospitaliers et des photos de surveillance. Des photos montraient Camille et Wesley entrant au Marriott à plusieurs reprises sur une période de 3 mois. L'hôpital enquêtait sur Klein pour fraude à l'assurance maladie, falsification de dossiers opératoires et facturation de procédures qui n'avaient jamais eu lieu. Il monte un dossier. Qu'est-ce que ça a à voir avec Camille? Elle l'a aidé. Les dossiers hospitaliers montrent qu'elle a accédé aux dossiers des patients, antidaté les autorisations.
S'il prouve son implication, elle risque des accusations criminelles. Declan fixa les photos. Sur l'une d'elles, Camille riait, le visage illuminé d'une expression qu'il n'avait pas vue depuis des années. Sur une autre, il se tenait la main à travers une table de restaurant. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda Tommy. « 2 jours, depuis que j'ai trouvé son deuxième téléphone. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Me protéger. »« Deck. »« Non, Tommy. Elle a prévu de me quitter, de voler à l'hôpital, de mentir pendant des mois, peut-être des années, et je suis censé faire comme si de rien n'était. Ne fais rien qui détruise ta vie aussi. Ma vie est déjà détruite. Je suis juste en train de décider quoi construire à partir des cendres. Cet après-midi-là, Declan rendit visite à son avocat. James Morrison s'occupait de leurs affaires juridiques depuis des années. « Je dois discuter d'une procédure de divorce », dit Declan. Morrison attrapa un bloc-notes juridique. « Je suis désolé d'apprendre ça. Quels sont les motifs ? Adultère, fraude. Faites votre choix. » Declan exposa les preuves. Morrison écoutait, prenant des notes. « C'est grave. Si votre femme est impliquée dans une fraude à l'assurance maladie, elle pourrait faire face à des accusations fédérales. Cela change tout. » En quoi ? Une condamnation pénale affecte la pension alimentaire, le partage des biens, tout. Mais vous devez faire attention à la façon dont vous procédez. Toute apparence de justice sommaire pourrait se retourner contre vous. Je cherche une justice véritable. Je vais déposer les documents préliminaires, mais promettez-moi une chose, n'affrontez pas votre femme directement. Laissez le système judiciaire faire son travail. Bien sûr. Mais l'esprit de Declan travaillait déjà à d'autres possibilités. Ce soir-là, Camille rentra à la maison à l'heure habituelle, sans mentionner qu'elle travaillait tard. Elle semblait détendue, presque joyeuse. « Comment s'est passée votre réunion avec les entrepreneurs ? » Productive. Nous avançons sur le projet Riverside. C'est le tunnel qui s'est effondré. Sections différentes. L'ensemble du système a besoin d'être renforcé. Camille hocha la tête distraitement, jetant un coup d'œil à son téléphone, attendant des messages qui ne venaient jamais. Wesley était probablement en train d'effacer ses traces. « Camille, tout va bien au travail ? Tu as l'air distraite. » Elle leva les yeux brusquement. « Que veux-tu dire ? Tu fais tellement d'heures supplémentaires, réunion du conseil d'administration, tâches administratives. C'est de la pression. Ça va, je suis juste occupé. Pourquoi tu me demandes ça ? Pour rien. Je m'inquiète pour toi. Eh bien, ne t'inquiète pas. Je peux prendre soin de moi. Le ton tranchant dans sa voix était nouveau, ou peut-être qu'il l'entendait seulement maintenant clairement. Après le dîner, Camille s'est retirée dans son bureau. Declan attendit 1 heure avant de monter dans leur chambre. Le deuxième téléphone vibrait sans cesse. Wesley était visiblement en état de panique. L'hôpital l'avait convoqué à une réunion le lendemain matin. Il désirait ardemment voir Camille ce soir-là, percevant un besoin urgent de limiter les dégâts. Ses messages étaient de plus en plus frénétiques et désespérés. Les réponses de Camille, bien que plus calmes dans le ton, véhiculaient un sentiment d'urgence. Elle accepta de le rencontrer à leur lieu de rendez-vous habituel. Ils devaient synchroniser leurs récits et se protéger. Declan documenta méticuleusement chaque détail. Par la suite, il en arriva à une décision qui altérerait irrévocablement le cours de son existence. Il appela Tommy. « J'ai besoin que tu les surveilles ce soir. Filme tout. Deck, j'ai des réserves. Tommy, ils se réunissent pour effacer des preuves. Si nous n'agissons pas immédiatement, ils dissimuleront leurs transgressions et disparaîtront. Quelle ligne de conduite envisages-tu ? Celle que j'aurais dû adopter dès le début, dire la vérité. » 1 heure plus tard, Declan observa le départ de Camille. Elle avait prétendu aller voir sa mère, mais il savait qu'elle était en route pour le Marriott. Il attendit une dizaine de minutes avant d'initier son premier appel. « Sécurité de l'hôpital, ici Declan Morisset. Je dois signaler une suspicion de fraude à Medicare impliquant le docteur Wesley Klein et l'administratrice infirmière Camille Morisset. » Le directeur de la sécurité écouta attentivement pendant que Declan détaillait ses découvertes, englobant les irrégularités financières, l'accès non autorisé et la fraude systématique à la facturation. Il possédait une documentation irréfutable. « Nous aurons besoin de votre présence demain matin,
accompagné de tous les documents pertinents. Le deuxième appel fut dirigé vers la ligne de signalement des fraudes aux soins de santé du Bureau fédéral d'investigation. Le troisième fut pour Eva. Papa, qu'est-ce qui se passe? Il est presque minuit. J'ai besoin que tu rentres à la maison. Il y a une question d'une importance considérable dont nous devons discuter. Maman va bien? Ta mère va bien, mais notre famille est sur le point d'affronter des difficultés importantes. J'ai besoin que toi et ta sœur compreniez la situation avant de recevoir des informations d'une source extérieure. Tu me fais peur. Je suis désolé, ma chérie, mais chaque action que j'entreprends est destinée à protéger cette famille. Peux-tu venir en voiture demain? Oui, je peux être là pour midi. Merci. Et Eva, je t'aime. Rappelle-toi ça, quels que soient les événements ultérieurs. Le quatrième appel fut dirigé vers le dortoir d'Isabelle. Elle se montra moins réceptive, exprimant son agacement d'être réveillée et nourrissant des soupçons. Néanmoins, elle acquiesça à rentrer à la maison. L'appel final de Declan fut pour sa mère, Martha Morisset, 72 ans, perspicace, opiniâtre et la boussole morale de la famille. Declan, qu'est-ce qui te tracasse? Maman, j'ai besoin de te révéler quelque chose concernant Camille. Il procéda à l'explication de l'entièreté de la situation. Martha écouta attentivement, intervenant occasionnellement avec des questions incisives qui illuminaient l'étendue de ses soupçons antérieurs. Je n'ai jamais eu confiance en elle. Elle était excessivement douce, excessivement charmante. Ton père a toujours maintenu que les jolis mots étaient semblables à de la peinture fraîche, dissimulant une décomposition sous-jacente. Je l'aimais, maman. J'ai encore de l'affection pour elle. L'amour s'avère insuffisant face à la trahison. Quelle ligne de conduite envisages-tu? La ligne de conduite que ton père aurait adoptée, défendre ce qui est juste. Bien. Et Declan, ne lui permets pas d'éloigner les filles de toi. Elles peuvent initialement te blâmer pour la dissolution de la famille, mais les liens familiaux transcendent les désaccords superficiels, et la vérité triomphe invariablement des mensonges. Camille rentra à 2 heures du matin, entrant furtivement dans la résidence. Elle se déshabilla dans la salle de bain et se glissa dans le lit. « Comment va ta mère » demanda-t-il doucement. « Quoi » Camille se raidit. « Tu as affirmé que tu allais voir ta mère. Comment va-t-elle ? Elle va bien, elle a juste besoin d'aide avec son ordinateur. À minuit ? C'est une couche tard, comme tu le sais. Declan n'en avait aucune connaissance. La mère de Camille se couchait généralement à 9 heures tous les soirs. Cependant, il s'abstint de contester le mensonge. Bonne nuit, Camille. Ni l'un ni l'autre ne dormit beaucoup. Le matin apporta un ciel couvert et la première gelée. Camille prit une douche et s'habilla pour le travail. Je risque d'être encore en retard ce soir. La situation Klein devient de plus en plus complexe. J'en suis certain. Quelque chose dans son intonation l'incita à le regarder d'un air vif. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Rien, simplement que les complications sur le lieu de travail ont tendance à dégénérer en pagaille. Elle fixa son regard sur lui, puis saisit son sac à main. Je vous contacterai plus tard. Après son départ, Declan se rendit en voiture à l'hôpital. Le directeur de la sécurité l'attendait, accompagné du conseiller juridique de l'hôpital et d'un agent du Bureau fédéral d'investigation. Monsieur Morisset, nous croyons comprendre que vous possédez des informations relatives à des pratiques de facturation frauduleuses. Pendant 3 heures, Declan décrivit l'accès non autorisé, les codes falsifiés et la fraude systématique. Il fournit des copies de relevés téléphoniques, de documents financiers et de photographies de surveillance. Cela constitue une preuve substantielle. Nous devrons agir rapidement pour empêcher la destruction des documents. Que se passe-t-il maintenant? Mandat de perquisition, saisie d'ordinateurs, de téléphones et de documents financiers. Des arrestations sont probables dans la semaine. Qu'en est-il de ma femme? Cela dépend de son niveau d'implication. Si elle se contentait d'exécuter des ordres, des mesures disciplinaires seront prises. Si elle était une participante active, des accusations fédérales seront portées. Il y a une autre affaire. Ils se réunissent régulièrement pour coordonner leurs activités dans la chambre 412 de l'hôtel Marriott du centre-ville, probablement vers 8 heures ce soir. L'agent du Bureau fédéral d'investigation prit note. Nous allons établir une surveillance. Declan rentra chez lui en voiture pour attendre l'arrivée de ses filles. Eva arriva la première,
sa confiance habituelle remplacée par de l'appréhension. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous, ma chérie. Nous devons parler. » Isabelle arriva 1 heure plus tard, encore vêtue de son sweatshirt universitaire, semblant préférer être n'importe où ailleurs. « Il intérêt à ce que ce soit important. J'ai un devoir à rendre lundi. C'est important. Asseyez-vous. » Il raconta toute l'histoire, la liaison et l'enquête pour fraude. Eva écouta avec une horreur croissante. Isabelle garda un silence de pierre. « Donc, tu divorces de maman ?» demanda Eva. « Oui. Parce qu'elle a trompé? Parce qu'elle a trahi notre famille de toutes les manières imaginables. »« C'est un non-sens total, » déclara Isabelle brusquement. « Tu détruis notre famille parce que tu es rongé par la jalousie. »« Je ne détruis rien. Ta mère a initié ce processus lorsqu'elle a choisi de mentir, de voler et de tromper. Peut-être qu'elle n'aurait pas trompé si tu n'étais pas aussi terriblement ennuyeux. » Les mots l'atteignirent avec la force d'un coup physique. Eva haleta, mais Isabelle persista. « Tu te crois si noble, mais tu n'es qu'un lâche. Maman mérite une existence plus épanouissante que de passer sa vie avec quelqu'un qui n'a même pas les moyens de l'emmener en vacances. »« Isabelle, arrête » implora Eva. « Non, je ne vais pas m'arrêter, papa. Tu es pathétique. Tu es assis là, préoccupé par tes tableurs et ton travail fastidieux, et tu te demandes pourquoi maman a cherché de l'excitation ailleurs. Tu l'as chassée. Je comprends. Et maintenant, tu essaies de saboter sa carrière parce que tu ne peux pas te résoudre au fait qu'elle ait trouvé quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui vole des gens malades. Tu ignores les faits réels. Tu agis sur la base de suppositions. Je possède des preuves, Isabelle, des preuves documentées. Alors tu es moralement déficient d'avoir espionné ta propre femme. » Eva tenta d'intervenir, mais Isabelle était lancée, sa rectitude de jeune fille de 18 ans se transformant en quelque chose de cruel. « Tu sais quoi, papa? Je suis ravi que maman ait trouvé quelqu'un qui l'apprécie. Elle est malheureuse avec toi depuis des années. Nous l'avons tous observé, maman, moi, Eva, même grand-mère Martha. Nous avons tous discuté de la façon dont tu freinais ses progrès, de la façon dont elle méritait mieux. Grand-mère Martha a même suggéré à maman de chercher quelqu'un qui pourrait lui apporter du bonheur. Le monde se déroba sous ses pieds. Grand-mère Martha a dit ça? Elle a dit que le mariage consistait à découvrir la joie, pas à se contenter de la sécurité. Elle a suggéré à maman d'expérimenter, d'explorer d'autres possibilités. Et quel conseil as-tu donné à ta mère? Je l'ai encouragée à poursuivre. J'ai affirmé que la vie était trop courte pour la gaspiller avec quelqu'un incapable de la rendre heureuse. Et toi, Eva? La voix d'Eva était à peine audible. Je ne savais pas qu'elle était impliquée avec quelqu'un d'autre. Je percevais simplement qu'elle était malheureuse. Mais tu l'as encouragée à me quitter. Je l'ai encouragée à découvrir le bonheur. J'ignorais qu'elle se livrait à des activités criminelles. Declan se leva lentement, se sentant accablé et vieilli. Je veux que vous partiez toutes les deux, commença Eva. Non. Vous avez exprimé vos positions avec clarté. Vous me croyez ennuyeux et pathétique. Vous croyez que votre mère mérite un traitement supérieur. Vous l'avez encouragée à chercher cela ailleurs. Par conséquent, vous devez à présent assumer les conséquences. Que voulez-vous dire? Demanda Isabelle, son attitude provocante faiblissant. Je veux dire que vous êtes désormais responsable de votre propre bien-être. Plus d'aide au remboursement de prêts pour toi, Eva. Plus de frais de scolarité payés pour toi, Isabelle. Vous désirez soutenir les choix de votre mère? Soutenez-vous vous-même. Vous ne pouvez pas faire ça, affirma Isabelle. Je suis parfaitement capable de faire précisément cela. J'ai déjà contacté la banque. Le supplément de prêt d'Eva cesse immédiatement. Isabelle, tes frais de scolarité pour le semestre à venir sont dus en janvier. Trouvez vous-même le financement. C'est injuste, déclara Eva, les larmes lui montant aux yeux. Nous sommes vos filles. Vous êtes les filles de votre mère. Vous l'avez dit très clairement. Maintenant, vous pouvez choisir avec lequel de vos parents vous souhaitez vivre. Papa, s'il te plaît, implora Eva. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Vous pensiez chaque mot que vous avez dit, toutes les deux. N'espérez pas que je subventionne le privilège d'être insulté et trahi. Le visage d'Isabelle avait pâli. Vous allez vraiment détruire notre famille à cause de ça?
Je n'ai pas détruit notre famille. Votre mère l'a fait. Je ne fais que déterminer qui sera responsable de sauver les restes. Il se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. Je veux que vous sortiez toutes les deux de ma maison. Vous pouvez vivre avec votre mère, votre grand-mère ou votre précieux docteur Klein, mais vous ne pouvez pas rester ici. Eva pleurait à chaudes larmes. Papa, s'il te plaît. Je suis désolé. Je n'avais pas compris. Vous avez parfaitement compris. Vous n'aviez juste pas anticipé qu'il y aurait des conséquences. Mais j'ai besoin d'aide avec le prêt immobilier que je ne peux pas me permettre. Alors tu vas perdre la maison, ou solliciter l'aide de ta mère. Elle prévoyait de toute façon de m'abandonner, n'est-ce pas? Elle devait accumuler des fonds pour sa nouvelle vie. Isabelle se leva, la mâchoire crispée par l'obstination adolescente. Très bien. Nous n'avons pas besoin de toi de toute façon. Maman sera bien plus heureuse sans toi. J'en suis certain, depuis sa cellule de prison. Elle ne va pas en prison. Tu essaies de nous intimider. La fraude fédérale à Medicare entraîne une peine minimale obligatoire de 5 ans. La fraude par virement électronique ajoute 5 années supplémentaires. La conspiration en ajoute 5. Votre mère encourt un minimum de 15 ans, en supposant qu'elle coopère. La couleur quitta le visage d'Isabelle. Tu mens. Je suis ingénieur, ma chérie. Je n'invente pas les faits. Eva sanglotait. Papa, s'il te plaît. On ne peut pas arranger ça? On ne peut pas rester une famille. Nous étions une famille. Ensuite, vous avez toutes décidé que j'étais inadéquat. Maintenant, vous devez vivre avec cette décision. Ils se tenaient près de la porte ouverte, attendant leur départ. Après une longue pause, Eva ramassa son sac à main et ses clés, toujours en pleurs. Isabelle suivit, le visage déformé par une haine défiante. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, déclara-t-elle en passant. Je ne vous pardonnerai jamais non plus. Nous sommes donc quittes. Il ferma la porte et se dirigea vers la fenêtre de la cuisine. Il les observa se disputer près de la voiture d'Eva, cherchant probablement à décider de leur destination. Finalement, elles partirent ensemble, abandonnant Declan dans la résidence qu'il avait acquise pour sa famille. Il se versa une boisson alcoolisée et s'assit à la table de la cuisine. En 24 heures, il avait perdu sa femme, ses filles et sa mère. Cependant, pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentit une clarté inébranlable quant à la voie à suivre. Son téléphone portable vibra. Le FBI a arrêté Klein à l'hôtel. Camille est en détention. Appelle-moi, Tommy. Declan effaça le message et se versa un autre verre. Par la suite, il contacta son conseiller juridique. Morrison, c'est Declan. J'ai besoin que vous accélériez la procédure de divorce. De plus, j'ai besoin que vous rayiez mes filles de mon testament. Declan, êtes-vous certain? Vous traversez un traumatisme. J'en suis certain. Elles ont fait leur choix. Maintenant, je fais le mien. Le lendemain matin apporta la couverture médiatique. Le docteur Wesley Klein et l'administratrice infirmière Camille Morisset, accusés de conspiration en vue de commettre une fraude à Medicare, une fraude par virement électronique et un vol de fonds gouvernementaux. Les médias locaux diffusèrent leurs photos d'identité judiciaire. Klein avait l'air hagard, Camille avait l'air choquée et incrédule. Le téléphone de Declan sonna sans cesse. Des journalistes, des voisins, des collègues, de la famille, des amis. Il les ignora tous. Au lieu de cela, il se rendit en voiture chez sa mère. Martha l'attendait, ayant regardé la couverture médiatique. Elle ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper, son visage sombre et plein de remords. « J'ai entendu, dit-elle simplement. Vraiment? Avez-vous entendu ça? Vos conseils à ma femme ont abouti à des accusations fédérales. Martha se dirigea vers sa cuisine. Je ne lui ai jamais demandé de commettre des crimes. Mais vous lui avez dit de trouver quelqu'un d'autre. Vous l'avez encouragé à trahir ses vœux de mariage. Je lui ai dit de trouver le bonheur à mes dépens. Martha se tourna pour le faire face, le menton relevé. Malgré une culpabilité évidente, vous la rendiez malheureuse, Declan. Elle est venue me voir en pleurs, me disant qu'elle se sentait piégée, qu'elle avait besoin de plus que ce que tu lui donnais. Alors, tu lui as dit d'avoir une liaison. Je lui ai dit d'envisager ses options. Le mariage n'est pas une peine de prison. C'est un engagement. Une promesse.
Quelque chose que toi et papa m'avez appris à honorer. Ton père et moi avions de la passion, de clan. Nous avions le feu sacré. Toi et Camille, c'était la routine. Les mots résonnèrent profondément parce qu'ils contenaient une vérité. Declan avait construit son mariage sur la stabilité, la fiabilité et la confiance. Alors, mes filles étaient au courant de tout ça? Elles savaient que tu encourageais leur mère à me quitter? Le visage de Martha se crispa légèrement. Elle s'inquiétait pour vous deux. Les filles t'aiment. Drôle de façon de le montrer. Elles m'ont traité d'ennuyeux. Pathétique, on dit que Camille méritait mieux. Elles sont jeunes. Elles ne comprennent pas. Elles comprennent parfaitement, tout comme toi. Declan se dirigea vers la porte. Je veux que tu saches que tes conseils ont détruit notre famille. Camille risque 15 ans de prison fédérale. Eva va perdre sa maison, Isabelle devra abandonner ses études, et je demande le divorce. Declan, attends. Non, maman. J'en ai fini d'attendre. J'en ai fini d'être le type stable, fiable, ennuyeux. J'en ai fini d'être pris pour acquis. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais reconstruire ma vie sans aucun de vous. Il quitta la maison de sa mère et se rendit au tribunal. Les papiers du divorce étaient préparés, ainsi que des ordonnances d'éloignement interdisant à Camille d'accéder au compte joint ou de retourner à la maison. Le juge voudra fixer une date d'audience, expliqua Morrison, mais compte tenu des accusations criminelles, cela devrait être simple. Tu auras la maison, les comptes de retraite, tout. Qu'en est-il de la pension alimentaire? Une condamnation pénale élimine son droit à une pension alimentaire. Elle aura de la chance d'éviter la ruine financière complète. Au cours des semaines suivantes, Declan reprit sa routine habituelle, travail, maison. Dîner solitaire, soirée paisible sans drame ni mensonge. Il découvrit qu'il appréciait en fait le silence, la prévisibilité, l'absence de manipulation émotionnelle. Tommy fournissait des mises à jour régulières. La situation de Klein était désespérée. Les accusations de trafic de pilules à elles seules entraînaient une peine minimale de 20 ans. La situation de Camille était légèrement meilleure. La coopération lui valait une prise en compte pour une réduction de peine, mais elle risquait toujours de 5 à 7 ans. Plus important encore, la procédure de divorce se déroulait sans heurts. Camille étant incapable de contester et faisant face à une condamnation pénale, le tribunal était prêt à accorder à Declan tout, la maison, les économies, les comptes de retraite, même la voiture et les biens personnels de Camille. En décembre, 3 mois après les arrestations, Declan reçut une visite inattendue. Vincent Torino se tenait sur son porche, vêtu d'un survêtement et arborant un sourire de prédateur. L'ingénieur, vous avez une minute? Que voulez-vous? Vous remercier. Klein a remboursé avec intérêt. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non. Mais hypothétiquement, si quelqu'un avait fourni des informations qui ont aidé à recouvrer une dette, cette personne pourrait avoir droit à une commission. Torino tendit à Declan une enveloppe. Hypothétiquement. À l'intérieur, il y avait 5 000 $ en espèces. Je ne peux pas accepter ça. Bien sûr que si. Considérez cela comme une compensation pour service rendu ou une prime de Noël. Alors que Torino s'en allait, il se retourna. Vous savez, l'ingénieur, vous avez un talent pour ce genre de travail. Si vous en avez assez d'inspecter des tunnels, appelez-moi. Declan ferma la porte et fixa l'argent. Cela représentait tout ce qu'il n'avait jamais voulu devenir, vengeur, calculateur, prêt à utiliser la violence par procuration. Mais cela représentait aussi la justice rendue lorsque le système juridique était trop lent. Noël arriva sans célébration. Declan passa la journée seul, à lire et à regarder de vieux films. Eva et Isabelle avaient envoyé des cartes. Des tentatives maladroites et désespérées de réconciliation qui restèrent sans réponse. En janvier, les négociations de plaidoyer furent finalisées. Klein plaida coupable de toutes les accusations en échange d'une peine de 25 ans. Il serait admissible à la libération conditionnelle dans 15 ans. Camille plaida coupable de fraude et de complot en échange d'une peine de 7 ans. Elle purgerait probablement 5 ans avec une bonne conduite. Le divorce fut prononcé la même semaine. Declan sortit du palais de justice en homme libre, légalement et financièrement indépendant, lié à personne et responsable de personne d'autre que lui-même. Le printemps arriva avec de nouveaux projets de construction. Au fil des jours qui s'allongeaient, Declan s'était installé dans sa routine, travail, dîner solitaire, promenade du soir,
projet du week-end. Il avait perdu 15 kilos et retrouvé un but qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Tommy s'arrêta un soir avec des nouvelles. Klein est mort. On l'a trouvé dans sa cellule ce matin. Apparemment, un suicide. Une corde faite d'un drap de lit. Declan ne ressentit rien, sauf une légère curiosité. Un mot? Rien d'officiel. Mais on dit qu'il ne pouvait pas supporter 25 ans derrière les barreaux. Et Camille? Elle purge toujours sa peine. Prisonnière modèle. Il pourrait sortir dans 4 ans. Ils étaient assis sur la véranda à regarder le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rouge. Tu regrettes parfois? Demanda Tommy. La tournure comprit les choses. Regretter quoi? Avoir dit la vérité? Avoir refusé de me laisser marcher sur les pieds? M'être défendu. Avoir coupé les ponts avec ta famille. Ils les ont coupés en premier, Tommy. Je n'ai fait qu'officialiser la chose. Et si Eva ou Isabelle venaient te voir demain, sincèrement désolée, désireuse de reconstruire? Alors elle découvrirait que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. Tommy hocha la tête. Tu as changé, Deck. Tu es plus dur maintenant. Je suis plus honnête, maintenant. J'ai passé 48 ans à être ce que les autres voulaient que je sois. Stable, fiable, indulgent. Ça a failli me détruire. Et maintenant? Maintenant, je suis ce que je choisis d'être. Et je choisis de ne plus être le filet de sécurité de personne. Alors que l'été cédait la place à l'automne, Declan apprit que sa mère était décédée. Crise cardiaque. Rapide et sans douleur. Les funérailles furent modestes. L'église, des amis, des parents éloignés, Eva et Isabelle, l'air perdu et seul. Declan observait de l'autre côté du cimetière, assez loin pour éviter les conversations, mais assez près pour rendre hommage. À la fin de la cérémonie, Eva commença à marcher vers lui, mais il était déjà parti. Le testament de Martha laissait tout à ses petites filles. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était toujours quelque chose. Declan ne ressentait aucune rancune d'être exclu. Sa mère avait fait son choix. 2 ans après les arrestations, Declan reçut une lettre de Camille, transmise par le bureau de Morrison. Declan, je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais je dois essayer. J'ai eu 2 ans pour réfléchir à ce que je t'ai fait, à nous, à notre famille. Il n'y a pas d'excuse. J'ai été égoïste, cruel et stupide. J'ai jeté à la poubelle 19 ans de mariage pour quelques mois d'excitation. Je sais que j'ai tout détruit. Je sais que les filles m'en veulent de t'avoir perdu. Je sais que j'ai gâché leur vie autant que j'ai gâché la nôtre. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je te trahissais. Wesley est mort. Il n'a pas pu affronter les conséquences. Je pense à ça tous les jours, à la façon dont notre égoïsme a mené à tant de destruction. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant ce que j'avais, ce que j'ai jeté à la poubelle. Tu étais le meilleur homme que j'ai jamais connu, et j'étais trop stupide pour l'apprécier. Les filles te demandent parfois de tes nouvelles. Elles luttent, mais elles survivent. Eva a perdu sa maison, mais a trouvé un appartement plus petit. Isabelle a terminé ses études grâce à des prêts et des bourses. Elles regrettent toutes les deux ce qu'elles ont dit. Elles t'aiment toutes les deux. Je serai libéré l'année prochaine. Je ne sais pas où j'irai ni ce que je ferai. Je sais juste que je passerai le reste de ma vie à regretter ce que je t'ai fait. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, Camille. Declan lut la lettre 2 fois, puis la jeta dans son destructeur de documents. L'amour sans loyauté n'était que des mots. Le regret sans conséquence n'était que sentimentalisme. Il se versa un verre et s'assit sur sa véranda à regarder le soleil se coucher sur la ville qu'il avait passé sa carrière à protéger. Au loin, il pouvait voir les lumières du tunnel fluvial, plus fortes qu'elles ne l'avaient jamais été. Certaines structures pouvaient être réparées, d'autres devaient être complètement démolies et reconstruites à partir des fondations. Declan avait choisi la démolition. 3 ans après les arrestations, par un froid matin de février, Declan inspectait un pont du centre-ville lorsqu'il aperçut Eva. Elle sortait d'un café, semblant plus âgée, mais plus confiante. Elle le remarqua de l'autre côté de la rue et se figea un instant. Ils se fixèrent du regard par-dessus la circulation matinale. D'un geste discret, Eva leva la main dans un signe de salutation hésitant. Pendant ce qui lui parut une éternité,
Declan la fixa du regard, puis, sans dire un mot, il pivota et s'éloigna dans la direction opposée.